Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série JS idiomatique, cette fois-ci consacrée à la déstructuration, une fonctionnalité apparue avec ES 2015. Alors ES 2015, longtemps appelé ES6, ça nous a apporté énormément de choses, ça a quasiment doublé la taille de la spec, dont ce que j'aime appeler la Sainte Trinité, la déstructuration, le rest spread et les valeurs par défaut. Nous allons les voir chacune dans sa propre vidéo et bien sûr son propre article associé. La déstructuration, elle a ceci de particulier qu'elle met le plus de temps peut-être à vraiment percoler dans nos petites cellules grises, de façon à être utilisée à son plein potentiel dans notre code. C'est souvent au fil des mois, voire des années, à force de repasser sur le code, qu'on finit par en tirer pleinement parti. Et puis c'est aussi une syntaxe qui est parfois un peu déroutante au premier abord. Alors dans cette vidéo, on va l'explorer pleinement, on va essayer de te donner les billes pour exploiter au mieux son potentiel, parce qu'en vrai, la déstructuration dans du code JS idiomatique, c'est pratiquement une ligne sur deux. Si un point particulier t'intéresse, on te met comme d'habitude le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description, où tu trouveras aussi de nombreux liens vers des articles et vidéos connexes, et puis on reste évidemment friand de tes retours sur nos explications, sur nos vidéos, sur nos articles en général. Alors surtout, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Enfin, si tu veux être sûr de ne pas rater les 10 prochains épisodes de cette série, pense à t'abonner, pourquoi pas à activer la cloche. Et puis sur ces bonnes paroles, la déstructuration en JavaScript, c'est parti. Alors, pourquoi déstructurer? Pourquoi est-ce que j'aurais intérêt à utiliser la déstructuration à un endroit de mon code? L'objectif premier de la déstructuration, ça consiste à récupérer en une seule fois, en une seule instruction, si tu préfères, plusieurs données issues d'une source structurée, donc un objet. Sachant qu'en JavaScript, à part null et undefined, tout est un objet. On évite ainsi de multiplier en fait les déclarations ou les affectations, ainsi que les indexations multiples de type nombre magique sur les tableaux, ou alors de requalifier l'objet conteneur de propriétés à n'en plus finir. Alors, voici par exemple un code à l'ancienne, à la papa, sans déstructuration. Tu vois que on a ici un argument de process qui s'appelle simplement params, donc on n'a pas spécialement d'informations et donc pas spécialement d'aide ou d'assistance à la saisie de la part de notre DI sur ce qu'il y a là-dedans, faute de typage, de JSDoc, de choses comme ça. Et ici, on passe notre vie à réindexer params point, regarde le site data, ici on a des magic numbers, un 0, un 1, un 2, ça sort de nulle part. Ça va sans doute se casser la gueule le jour où on ait fait évoluer la liste et la séquence des éléments qui sont dans le site data. Donc ça, c'est le code à l'ancienne, d'accord? Maintenant, regardons ce que ça donne avec de la déstructuration. Voilà, alors te laisse pas intimider par les syntaxes, on va bien sûr aller regarder en détail toutes ces syntaxes et comment elles fonctionnent dans la suite de la vidéo, mais franchement, regarde comme c'est plus concis. Tu trouves pas ça plus chouette? Si t'es pas sûr, regarde la suite de la vidéo, familiarise-toi bien avec les syntaxes, reviens ici, fais-toi une opinion et vote dans les commentaires sur la version finalement que tu trouves préférable. Sachant que, comme tout ce qui est syntaxe et nouvelles syntaxes en JavaScript, en particulier lorsqu'il s'agit de gagner en concision, l'idée c'est pas de niveler par le bas en disant bah oui mais les gens qui sont pas forts en JavaScript ils vont pas comprendre. L'idée c'est de niveler l'équipe par le haut pour tirer le meilleur parti du langage. Par exemple, en allant suivre une super formation. Bon, déjà ça c'est le premier point. Pourquoi, ou si tu préfères, à quoi ça sert? C'est quand même important. Et du coup, deuxième question phare, où peut-on s'en servir? Une déstructuration, ça peut survenir partout où il y a une affectation, qu'elle soit explicite ou implicite. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a affectation explicite en présence d'un opérateur d'affectation, le égal, qu'on soit dans une déclaration ou non. Parce que la plupart des gens pense qu'on est forcément dans une déclaration, par exemple avec un const, puisque const is the new var, comme dit notre article, lien en description. Ça serait quelque chose comme ça. Tu vois, on a genre ici une déstructuration positionnelle, on verra ça, dans un const, pareil en dessous, déstructuration nominative cette fois-ci, dans un const. C'est souvent le cas où les gens pensent que voilà, il y a déstructuration. C'est en effet le cas majoritaire. Néanmoins, il est parfaitement possible d'affecter vers des identifiants existants, du moment qu'ils sont réaffectables, donc pas const en fait. Comme par exemple dans l'accesseur écrivain que voici. Ici par exemple, on déstructure directement vers des propriétés de l'objet courant, vis, qui n'ont pas besoin d'être déclarées à la volée ou préalablement, puisqu'elles ne sont pas des champs privés. Notamment. Alors, tu es peut-être déstabilisé là par ce point virgule.
qui traîne là juste devant la déstructuration. En fait, il vient du fait que dans un style de code qui n'a pas de point-virgule, ce que nous on favorise chez DHUSynthèse depuis près de 10 ans, un des deux cas à la marge problématique vient de la présence en début de ligne d'un crochet ouvrant. Parce que JS pourrait croire qu'il s'agit d'une indexation dynamique avec l'opérateur crochet, comme quand tu fais items crochet 2, tu vois, de l'expression qui sera à la fin de la ligne de code précédente. Alors ici on est en début de bloc, il n'y a donc pas d'ambiguïté, ce code il marcherait parfaitement sans le point-virgule au début de la ligne, mais on auto-formate notre code avec Prettier. Ce dernier il essaie de nous éviter les pièges si on devait un jour insérer une ligne avant celle où on fait la déstructuration, ce qui pourrait altérer la sémantique, et du coup en forçant un point-virgule en début de ligne, on est tranquille, cette déstructuration ne risque pas un jour d'être comprise différemment par le moteur JS, tout simplement parce qu'on a inséré des lignes entre elles et le début du bloc. Bon, ça c'était pour les affectations explicites, mais on a aussi les affectations implicites. L'affectation implicite, elle résulte ici de la sémantique du langage. En fait, il n'y a pas d'opérateur égal. Ça couvre en pratique deux cas de figure. Primo, les paramètres dans la signature d'une fonction, qui se voient implicitement affecter les arguments à l'appel. Et secondo, le contenu de déstructuration, parce que chaque élément dans une déstructuration se voit implicitement affecter une donnée qui est issue de l'objet source. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir imbriquer les déstructurations. Alors, on va revenir sur les syntaxes dans un petit moment, t'inquiète pas. Voici quand même des exemples de chaque cas. Voilà, tu as ici par exemple une sorte de composant React qui déstructure ses props. Donc dans la signature, on a la props setting ici qui est déstructurée. Et puis de la même manière, de façon imbriquée, on a ici un useState, c'est un hook d'état local dans React. Ça nous renvoie en fait une paire de données, à la fois la valeur actuelle de l'état et aussi la fonction pour la modifier. Il se trouve que cet état est lui-même un objet, on a besoin d'accéder facilement aux données qui sont à l'intérieur sous forme de propriétés. Donc on va déstructurer également la première cellule du tableau qu'on déstructure par ailleurs pour aller choper les propriétés qui nous intéressent. T'inquiète pas, on reviendra en détail sur ces concepts et ces syntaxes-là, mais voilà deux exemples hyper classiques de déstructuration dans de l'affectation implicite, aussi bien dans une signature de fonction qu'au sein d'une autre déstructuration. Ok, donc voilà donc pour les endroits où on peut déstructurer, et on voit depuis tout à l'heure diverses syntaxes, il est temps d'aller les explorer. Il existe en effet deux types de déstructuration. La déstructuration nominative, on s'intéresse aux propriétés de l'objet par leur nom. Et l'ordre n'a donc aucune importance. Donc la source, ça peut être n'importe quel objet. Et puis il y a la déstructuration positionnelle. L'objet source doit alors être un itérable, les plus connus étant les tableaux. Et on s'intéresse à leurs données par leur position d'une certaine façon, plus exactement par leur ordre de lecture dans la séquence d'itérabilité de l'objet source. Dans les deux cas, on va déstructurer de toute façon un objet. On ne peut pas déstructurer du coup null et undefined qui n'en sont pas, même si pour des raisons historiques, typeof de null dit object. Alors pour une nominative, la destination est encadrée par les mêmes délimiteurs que pour un littéral objet, les accolades. Par exemple pour une déclaration, ça va donner ça. Alors vu la sémantique sous-jacente, comme dans le segment avant qu'on voit ici, si la propriété n'existe pas dans la source, l'identifiant ainsi créé, il va être undefined, forcément. Et on a ici un exemple donc sur personne, et puis encore une fois en affectation implicite dans la signature, ce qui nous donne aussi une fonction lognode qui quelque part nous donne plus d'informations sans aucune autre forme de complétion ou d'analyse JSDoc ou de définition de type. Eh bien on voit que lognode finalement elle a besoin d'un objet avec notre type et notre value. Et s'il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est que ça qu'elle va utiliser. C'est pratique aussi, du coup, quand tu vas vouloir écrire des tests unitaires pour cette fonction-là, par exemple. Tu sais implicitement que tu n'es pas obligé de lui envoyer un véritable objet Node complexe à créer avec des factories avancées. Non, tu peux simplement lui filer n'importe quel objet qui a notre type et notre value et elle va faire le boulot. Tu peux tirer parti du duck typing. Bon, maintenant, on souhaite parfois utiliser un nom local qui est différent du nom d'origine. Soit parce que celui-ci devient trop générique ou abstrait sans son nom d'objet conteneur pour le qualifier, des noms comme size ou name, ou parce qu'on a besoin de déstructurer plusieurs objets qui sont isomorphes, par exemple pour une comparaison qui serait basée sur une ou plusieurs de leurs propriétés. On peut alors aliaser la déstructuration à l'aide d'un deux points, qu'il faut comprendre comme en tant que, au sens où l'identifiant qui est introduit localement est à droite du deux points. On déstructure par exemple si age en tant que A1 et puis dans l'autre age en tant que A2. On a deux objets qui ont age, je ne peux pas introduire deux fois l'identifiant age dans la portée de ma fonction fléchée. Et c'est l'inverse, tu le notes, de la direction d'une affectation ou d'une paire clé-valeur.
parce que là, effectivement, finalement, la cible est à droite et la source est à gauche, ce qui est l'inverse du égal ou du 2 points dans les littéraux objets. Et c'est assez déroutant les premières fois. Donc c'est super pratique de pouvoir le faire. Tu vois ici, voilà, je fais un sort du coup qui va prendre 2 objets, qui va les trier par ordre croissant du coup. Et ça marche impeccable. Voilà, si on exécute ça, tac, voilà, j'ai effectivement Bob H24 qui est avant Alice H31 du coup. Je vous rappelle que sort est modifiant. C'est pour ça qu'en faisant ce people sort, derrière people a changé. Et donc c'est super pratique de pouvoir le faire, mais c'est dommage qu'on puisse pas avoir plutôt le mot-clé as, comme dans les renommages d'import. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait avoir par la direction du renommage, mais partagez vos anecdotes dans les commentaires, ça nous intéresse, ça nous fera plaisir de le lire. Et voilà en tout cas pour la déstructuration nominative, qui est hyper utile, extrêmement employée. Et puis là j'ai d'autres exemples, comme ce require dans du code CommonJS Node, qui du coup voudrait pouvoir éviter de faire pass.quelque quelque chose, sauf que join tout court, sans pass.join, c'est moins lisible, donc on va le renommer en join pass localement. Ou dans ces tests Jest sur un rendu React avec React Testing Library, j'ai plusieurs snapshots à faire dans la fonction. Je ne peux pas tous les utiliser en extrayant container à chaque fois au sein de la même fonction. Donc je vais renommer cette déstructuration d'abord en regular pour le premier, en custom max pour le deuxième. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc voilà, ça, ce sont des exemples de déstructuration nominative hyper utiles. On s'en sert énormément. Maintenant, c'était quoi l'autre type de déstructuration déjà ? C'est la déstructuration positionnelle. Dans une positionnelle, la destination, elle est encadrée par les mêmes délimiteurs que pour un littéral tableau, les crochets. Et voici quelques exemples. Ici, j'ai people, c'est un tableau. Je peux faire une déstructuration des 2 premiers éléments. Du coup, first c'est Alice, runner-up ce sera Bob. Là, je vais faire un array from, qui est une autre manière de consommer un littérable, sur people.entries. Je vais récupérer du coup un tableau de paires et je vais pouvoir m'en servir avec le map. Et vous voyez que ce callback ici dans le map, eh bien, il déstructure la paire. Il va appeler le premier élément l'index, le deuxième élément le name. Il va s'en servir, du coup index va effectivement avoir ce que je crois. Et de la même manière ici, dans le for off sur cet itérable, eh bien, je vais pouvoir déstructurer cette paire à la volée. Et du coup même faire un const. Index voilà, vaudra 0 puis name Alice. Tour suivant index 1 name Bob. Tour suivant index 2 name Claire. Et tour suivant index 3 name David. C'est intéressant dans la mesure où on nomme immédiatement les positions qui nous intéressent. Ça évite de pourrir la suite du code avec des indexations magiques difficiles à maintenir, du style people, crochet 3, etc. Et puis, comment ça, tu connais pas for off ? Bon, je te mets notre super article en description. Alors, il est techniquement possible de sauter des éléments de l'itération en n'indiquant pas d'identifiant avant la virgule, ce qui pourrait donner des trucs super chelous, tu vois, genre comme ça. Le vrai cas de figure, c'est pas celui-là. Le vrai cas de figure, il consiste en fait à sauter le 0. Par exemple, pour récupérer les groupes capturants numérotés d'une expression rationnelle. Là, tu vois, hop, expression rationnelle sur une gueule de numéro de téléphone US, hop, on extrait ça. Alors, ça serait plus classe avec des captures nommées, bien sûr, mais ça nous permet d'avoir un exemple. Au passage, je vous mets dans la description des liens vers nos articles sur les captures nommées. Alors, si tu veux pratiquer vite fait les déstructurations positionnelles, je te mets un mini exo sur notre SLab en lien dans la description. J'ai dit tout à l'heure que l'objectif premier d'une déstructuration, c'était de récupérer plusieurs données d'un coup. Ok, mais si je veux n'en récupérer qu'une seule, est-ce que ça reste une bonne idée ou pas ? Eh ben, dans les déstructurations nominatives, il est acceptable de récupérer une unique propriété parce que ça reste moins répétitif que sans la déstructuration. Surtout si la propriété elle a un nom long, tu vois, genre Authentication Token. C'est aussi pratique simplement pour éviter de qualifier moult fois la propriété, comme pour les props d'un composant React. T'as pas envie de faire props. À n'en plus finir. En revanche, sur du positionnel, ça sera toujours plus moche sans être vraiment plus court, en particulier au-delà du 0. Alors franchement, évite. Et pour finir, reparlons des déstructurations imbriquées. Dans les exemples précédents, on a parfois rencontré des déstructurations imbriquées, on dit aussi parfois déstructuration profonde. Et oui, c'est possible, c'est même en fait fréquent. Au sein d'une déstructuration, on a des affectations implicites. Donc on peut y déstructurer, évidemment. Et des fois, c'est pertinent et ça reste clair dans le contexte. Ici, j'ai un tableau de paires avec, dans chacune de ces paires, il y a des objets qui ont un name et un age. Je peux ici déstructurer ces paires et à chaque fois, donc j'ai une première déstructuration à la volée avec les crochets.
Ensuite, à l'intérieur, je déstructure spécifiquement pour avoir les propriétés name, un peu comme j'avais fait tout à l'heure avec le comparateur sur les âges. Et bien évidemment, ça va parfaitement fonctionner. Premier tour de boucle, voilà, ma paire, c'est Alice plus Bob. Deuxième tour de boucle, ma paire, c'est Claire plus David. Voilà, ça n'est pas parce que c'est une déstructuration imbriquée que c'est nécessairement imbitable. Hein, on aura le même genre de choses, par exemple, dans du React. Ici, j'ai un composant historyline, je lui passe un day, un goal, un stat. Tout ça, ce sont des données qui sont potentiellement des objets, potentiellement structurés. Et moi, à l'intérieur de ce historyline, certes, j'ai besoin du day, mais dans le goal, je veux spécifiquement name et units. Hein, et puis, dans les stats, eh bien, je veux pas me mettre du stat 0 et du stats 1 complètement imbitable dans mon composant. Je vais qualifier les cellules de ce tableau stats en disant, voilà, le premier, c'est ma progression, le deuxième, c'est la cible en vigueur, et ça me permet d'avoir une signature qui est très claire et surtout qui me donne accès à des identifiants courts et explicites, hein, donc des identifiants concis dans le corps de mon composant. D'ailleurs, il peut même arriver qu'on ait envie, dans une déstructuration, de récupérer une donnée structurée à la fois dans sa globalité, par exemple pour la passer à une donnée tierce, un élément fils, et à la fois au travers de certaines de ses propriétés individuelles pour lesquelles on veut bénéficier d'un accès rapide sans avoir à qualifier les propriétés. Eh ben, on n'est pas obligé de choisir, on peut cumuler les deux. Hein. Dans notre formation web app moderne, par exemple, on a un composant qui fait ça avec ses props. Hein. Là, la vue est partielle, il y a d'autres props dedans, mais il a besoin de récupérer une propriété goal. Cette propriété goal, il va à la fois la repasser intégralement, donc il faut que ce soit le même objet en mémoire idéalement, à son callback onProgress s'il lui est fourni. Et par ailleurs, il utilise beaucoup les propriétés name, unit et target de ce goal, et on n'a pas envie de faire goal point, goal point, goal point. Donc on le déstructure aussi en profondeur. Hein. Les deux sont parfaitement possibles et l'ordre n'a pas d'importance. On peut avoir la déstructuration profonde avant la déstructuration simple ou inversement, peu importe. Moi, perso, j'adore. Et si tu veux t'exercer sur les déstructurations imbriquées, je te mets en description également un lien vers un petit exo un peu méchant dans notre S-Lab. Et voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de la déstructuration en JavaScript. Dans les 2 prochains articles et vidéos de la série JS Idiomatique, on explorera en détail ces 2 compères, le rest spread et les valeurs par défaut. Tu verras, tu y apprendras des trucs même si tu penses déjà bien connaître. Alors surtout, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, coche, pourquoi pas, la cloche. N'hésite pas à nous laisser tes remarques, tes commentaires et à partager un maximum autour de toi pour nous aider à faire grandir la chaîne et à aider un maximum de devs. À très vite!